Ce dimanche en F1, l'événement de l'année, enfin que dis-je, du siècle, du millénaire et même, oui, de l'humanité, a réuni un panel exceptionnel de célébrités à Miami. Snoop Dogg, David Beckham, Serena Williams, Michael Jordan, Tom Brady et bien évidemment James Corden, le fantastique coloc de Doctor Who. Je t'aime. Cool, je suis votre nouveau locataire. Je sens que ça va être plus facile que ce que je pensais. Cet événement que également beaucoup de pilotes automobiles attendaient, mais malheureusement pour toi, cher auditeur, sur cette chaîne plus orientée Formule 1 que sur de vrais sujets importants comme à quel point les pilotes de F1 sont contents d'aller à Miami, nous allons nous intéresser à un sujet bien moins intéressant, à savoir le Grand Prix en lui-même. Car après tout, c'était l'événement à ne pas manquer. It's going to be a brilliant occasion. I don't think I've seen an event quite as hyped up. The list of celebrities coming is about 30 pages long. I mean, it is just the event to be at this weekend. The fact it's a brand new track and we have no data. Well, I don't think we've been anywhere near as excited as we have been for a Grand Prix. Comme nous le disent les consultants F1 TV, nous sommes sur une piste conçue spécifiquement pour l'événement. C'est incroyable. Oubliez ces Spa, Suzuka et Monza et tous ces circuits gravés dans la terre qui marquent l'histoire, et prosternez-vous devant le circuit Ikea qui se monte et se démonte pour être installé sur commande. S'il y a bien une chose dont la Formule 1 avait besoin, ce n'est pas ce dépaysement par ses décors, virages ou dénivelés uniques, mais bien d'une identité monotone, car que vous n'arriviez pas à différencier Jeddah et Miami, c'est pas grave car c'est la nouvelle phase de la Formule 1, vénérer l'ère de la F1 clic-clac aux circuits convertibles qui peuvent être installés sur un parking, puis aménagés au besoin dans les plus belles destinations du monde, puisque ce qui compte, c'est pas le circuit, c'est ce qu'il y a autour. Et peut-être même plus, c'est le spectacle. Et non, quand je parle de spectacle, je parle pas de la procession du dimanche. Sur ce tracé dénué d'âme au virage interdisant les dépassements et rendant inutiles les lignes droites de 15 km par ces sorties de virages inimaginatives, mais je parle bel et bien du spectacle autour du Grand Prix. Oh, mais cela fait seulement 2 minutes que je parle et vous me trouvez bien sarcastique, mais faut-il expurger mon venin autour de la nouvelle recette souhaitée par les promoteurs pour mieux vous parler d'une épreuve, ma foi, assez plate, et je ne parle pas du dénivelé de la piste. Non, je rigole, c'est bon, j'ai juste dit ça pour la blague. Sinon, nous avions sincèrement une course de Formule 1 parfaitement sommaire, à savoir rien d'exceptionnel, mais rien de désastreux. On a eu des luttes intéressantes devant en début et fin d'épreuve, mais le milieu de course a souffert d'un peloton très éloigné, à l'exception d'un petit groupe que menait Alonso qui a passé les 2/3 de l'épreuve à se suivre et qui a fourni la majorité de l'action en piste. Je pourrais juste dire que ma frustration vient de ce tracé qui rend les dépassements presque impossibles, même si entre nous j'admets que mes talents prophétiques m'ont aussi gâché la course, puisque j'avais déjà tout vu venir. Moi, je pense, mon avis, c'est que ça va être Verstappen, Leclerc, Sainz. Il arrivera à se faire les deux. Verstappen et ses départs de bourrin, pour moi c'est obligé qu'il en bouffe un ou les deux. Et après, enfin dans les lignes droites, pour moi ça va refaire le cas de Jeddah avec juste Verstappen qui est plus rapide en ligne droite et Leclerc qui est plus rapide dans les sections sinueuses, mais que ça passe pas et voilà. Suite à cet instant prophète blabla qui me fait gagner 2 minutes au montage, on peut souligner quelques belles prestations des Aston Martin malchanceuses, des Haas brouillonnes et des coups de poker miraculeux pour quelques élus dans le peloton qui voient le futur comme moi. Mais si le déroulé du Grand Prix ne me semble pas mériter d'être décomposé comme habituellement, je pense qu'il y a beaucoup à dire dans notre rubrique pilote par pilote, donc penchons-nous sur la course des 20 protagonistes de ce week-end. Bien que Ferrari ait gagné la qualif, il semble bien que ce soit le samedi que Red Bull ait gagné la course. Oui, car malgré le terrible manque de roulage de Verstappen lors des essais libres 1 et 2 à cause de nouveaux ennuis de fiabilité, le néerlandais a passé ses essais libres 3 du samedi à tester les médiums, pendant que Pérez a passé tout son week-end avec les pneus durs, là où Ferrari accumulait les kilomètres en pneus soft. Ces pneus soft qui ont permis au Ferrari de verrouiller la première ligne, alors que l'erreur de Verstappen en Q3 lui a coûté sa chance pour viser la pole position, mais en course il semblait mieux en mesure de prévoir sa consommation pneumatique et pouvoir attaquer Leclerc au moment où il perdait le plus de rythme.
Après son super départ pour se débarrasser autoritairement de Sainz, Maximus a sagement laissé monter ses gommes en température pour porter l'attaque sur Leclerc au moment le plus opportun, et à partir de là, il était intouchable. Il enregistre sa 3e victoire en 3 arrivées cette saison, et chez Pérez, le dimanche était un peu moins joyeux parce que le Mexicain avait le rythme en qualification ou en course, mais il a subi des baisses de puissance moteur qui l'ont éloigné de Sainz à la fin du premier relais. Il a pu profiter de la voiture sécurité en fin de Grand Prix pour prendre un arrêt au stand gratuit, là où les autres avaient déjà passé la voie des stands lors de l'intervention, lui permettant d'avoir visiblement un avantage, mais ça a été insuffisant pour réussir une attaque sur Carlos. Il y a seulement eu cette tentative désespérée, mais Sainz avait parfaitement la situation en main, et Pérez était totalement hors de contrôle lors de ce freinage très tardif, et d'où ma principale frustration, pour être honnête, c'est parce qu'après cette safety car, on avait plein de pilotes qui avaient des gommes fraîches, mais aucun d'eux n'a pu faire quoi que ce soit sur ce tracé, et c'était assez agaçant. Je pourrais même parler également du cas de Leclerc, qui a eu une course assez difficile, du moins sur les 2 premiers tiers, étant très agressif dès le départ. On pourrait penser que c'était pas très malin de Leclerc, mais au contraire, j'ai tendance à penser qu'il a fait exactement ce qu'il fallait, puisque, on le rappelle, la Red Bull avait pratiquement 10 km/h d'avantage sur cette piste. Avec les longues lignes droites, on pouvait s'attendre logiquement à ce que un petit coup de DRS suffise à Max pour le dépasser, donc très rapidement Leclerc a voulu se mettre à l'abri, mais ce faisant il a un petit peu plus attaqué dans ses gommes, là où, comme je le disais, Verstappen a bien pris son temps, et au moment où Verstappen a porté son attaque, eh bien Leclerc était un peu plus vulnérable, mais sur la fin de course c'était Leclerc qui semblait le plus rapide, mais il était totalement impuissant pour porter la moindre attaque, et c'était assez frustrant à regarder justement, pour être honnête, parce que il était tellement proche qu'au bout de 2 tours, t'avais compris qu'il n'allait jamais rien se passer à moins que Verstappen ne fasse une erreur, parce que la Red Bull était trop rapide, et comme je le disais, ces sorties de virage lentes, la manière dont elles sont faites, font que tous les pilotes prennent exactement la même trajectoire, et on peut pas vraiment faire la différence à la sortie de virage pour bénéficier de l'aspiration, d'une meilleure sortie et tout. Pour ce qui est de Sainz, qui s'est fait dévorer par Verstappen au départ, je ne vais pas mettre ça à l'encontre de Sainz, il partait du côté sale de la piste, Verstappen a sublimement joué son départ, je trouve, donc il a fait ce qu'il a pu pour la course pour enfin remonter sur le podium, quoique sur toutes les arrivées qu'il a eues maintenant, il les a toutes terminées sur le podium, mais après ces 2 abandons, c'était assez difficile, le crash qu'il a eu ce week-end ne l'a pas aidé, malheureusement je peux toujours constater que s'il est très rapide sur un tour, c'est toujours Leclerc qui met ses 3 secteurs bout à bout en toute fin de Q3, Carlos faut encore qu'il travaille un petit peu ce point de détail. Les Mercedes restent une énigme à part entière, puisque je sens que toujours en qualification, c'est là où ça pêche le plus ce week-end. Encore une fois, j'ai l'impression que Mercedes tente des trucs désespérés sur les 2 voitures, et plutôt que d'espérer maximiser les 2 voitures, ils essayent qu'il y en ait une qui trouve la solution miracle. Les derniers temps, c'était Hamilton qui en souffrait. Ce week-end, ça a été Russell qui était totalement à la ramasse en qualification. Cela dit, il a fait un assez bon, très long premier relais avec ses pneus durs. Il n'avait rien à perdre, ils ont attendu la safety car, c'est ce qu'ils se sont dit. Quand la safety car a déboulé, il a eu un arrêt gratuit. Au lieu de tomber en 13e place, il a seulement perdu la position face à Hamilton et Bottas. Il y a eu une belle petite lutte avec Hamilton, mais évidemment Russell avait été comme plus fraîche, ce qui lui a permis de gagner ce duel. C'était quand même intéressant de les voir se battre, j'ai trouvé. On aurait apprécié que la direction passe plus de temps sur eux, parce que c'était un duel assez intéressant et assez équilibré, ma foi. L'un jouant sur l'avantage de son expérience et de sa position en piste qui était très avantageuse, comme on l'a vu plus tôt pour les Red Bull et Ferrari, et l'autre qui bénéficiait de ses gommes fraîches et en même temps de cette envie d'en découdre, de cette envie de continuer à s'imposer en interne. Pour ce qui est de Lewis, sa qualification semblait optimale, honnêtement. Il y a eu une petite erreur, je crois, dans son dernier tour, et Bottas a sorti un tour d'enfer, mais on va en reparler un peu après. Il était le mieux qualifié qu'il pouvait le faire, je pense. Il a eu un départ un petit peu brouillon, un peu bloqué les roues au départ, ce qui lui a fait perdre des positions face à Gasly et Alonso, mais il les a très bien récupérées, et il a été bien agressif. Je trouve que ça a été du beau Hamilton, et ça fait du bien après les bêtises qu'on peut entendre depuis 2-3 semaines, parce qu'on était sur un Grand Prix totalement pourri à Imola. Je disais donc, Bottas, sublime qualification, incroyable, toujours sur un tour ce bobo. Son Grand Prix était, ma foi, assez monotone pour lui,
tenant Hamilton un petit peu en respect et à distance, un petit peu aidé justement par le départ difficile de Hamilton. Il s'est mis dans sa petite bulle, mais après la safety car de fin de course, il a malheureusement été un petit peu trop sous pression des deux Mercedes qui se foutaient un peu sur la tronche. Il a fait cette petite erreur au mauvais endroit et les deux Mercedes sont passés. C'est des petits points perdus, mais sincèrement, il fait vraiment le boulot aujourd'hui, surtout que quand on regarde dans l'autre Alfa Romeo, Guan Yu Zhou, faut-il admettre que la malchance était vraiment avec lui ce week-end. Ça commence un petit peu à se faire sentir, je trouve, ses difficultés en qualification, avec encore une fois un pilote qui débute. On peut être totalement indulgent, surtout quand le peloton est aussi compétitif, que les F1 s'avèrent particulièrement techniques, ce qui est toujours très appréciable, mais avec une telle voiture qui a tout à fait sa place dans le top 8, minimum à mon sens, même top 10 si on veut être sympa, le fait qu'il n'arrive pas à passer la Q1, même s'il a eu un petit peu de poisse, qu'il a été gêné dans son dernier tour, il aurait quand même, selon moi, dû dès ses premiers runs, enregistrer un chrono suffisant pour passer en Q2, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, pour la course, il a pas bien pu défendre ses chances, malheureusement, avec ce souci technique dès les premiers tours, donc il a dû abandonner. La surprise, c'est peut-être Esteban Ocon, entre autres, partant du fond de grille, et quoi qu'on en aura une autre des surprises à aborder, mais partant du fond de grille, parce que après avoir fait le bêta-testeur pour Alpine pendant quelques épreuves, on commençait à avoir un petit peu peur pour Ocon, qui semblait en difficulté face à Alonso. Je dis il faisait le bêta-testeur parce que en Australie, la dernière fois à Imola, il testait un petit peu de nouvelles pièces qui semblaient pas trop convenir. Là, il avait enfin la même pièce que Alonso sur le fond plat, et il l'a cassé aux essais libres 3, c'est assez malheureux, il y a eu un gros crash qui a dû faire assez mal, qui l'a privé de qualification, et qui l'a privé du coup de son fond plat, qui va devoir repasser au garagiste, mais sinon le dimanche pour la course, il a fait exactement ce qu'il fallait. C'est pas un manche sur le dimanche, ça rime, avec des rythmes solides, une très bonne gestion pneumatique, et comme Russell, un coup de poker qui a marché, un gros coup de chance faut-il le dire aussi, pour que la safety car tombe pile sur cette fenêtre d'arrêt pour les pneus durs à la perfection. Ça demande un petit peu de chance derrière, mais malgré tout, il a fait ce qu'il fallait pour être là au bon moment. Sa fin de course a été un petit peu plus compliquée. Mon autre part de frustration, justement, quand on a mis les pneus soft à Ocon, on pouvait s'attendre presque à un miracle. Et non, en réalité, il a été totalement incapable d'aller chercher les pilotes qui avaient devant lui. Et quand on a demandé à Ocon de jouer un petit peu le gardien pour que Alonso puisse s'échapper un petit peu parce que Alonso avait 5 secondes de pénalité, on a très rapidement vu que Ocon était même en difficulté face à Vettel et Schumacher qui étaient derrière lui. Il a perdu la position, donc peut-être c'était juste les softs qui ne marchaient pas du tout, il aurait fallu mettre les médiums, j'en ai pas la moindre idée. Il était en très nette difficulté, mais il a simplement profité des deux Allemands qui se sont foutus dehors pour récupérer la 9e place au drapeau à damier et en gagner une supplémentaire lorsque Alonso a subi 2 fois 5 secondes de pénalité. Alors, Alonso n'a pas du tout été servi en qualification en étant gêné par Sainz. Clairement, l'Alpine avait à nouveau sa place dans le top 3. En course, en revanche, après un très beau départ, encore une fois, c'est Alonso, il s'est effondré assez rapidement, perdant des positions d'abord face à Hamilton, puis sur Gasly, et ensuite il a fait le bouchon sur les Aston et les Haas pendant les 2 tiers du Grand Prix, et sans vraiment rien pouvoir faire de plus. Lorsque on est arrivé sur la fin de course, il a fait cette petite attaque désespérée sur Gasly. Il a reconnu son tort, c'est vrai que ça venait vraiment de nulle part, Gasly pouvait pas le voir venir. Et du coup, après 5 secondes de pénalité, et après la safety car, il nous a fait une excursion hors piste, nouvelle 5 secondes de pénalité. Je vais dire que Alex Albon, c'est pas tant la surprise que je voulais mentionner, qui termine 9e du coup, parce qu'on le voit un petit peu depuis le début de saison, les rythmes de course sont très forts pour Albon. Je vais pas dire Williams parce que ça impliquerait qu'il y ait un second pilote, mais il y a des rythmes de course très solides pour lui, on le voit depuis le début de saison, et là encore une fois, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est arrêté un petit peu plus tôt que tout le monde, au 16e tour, les autres sont arrêtés aux alentours du 18-19e, mais ça lui a suffi malgré tout pour aller chercher des bonnes positions dans le peloton, et même s'il végétait un petit peu par là, aux alentours de la 14e place, derrière Ocon pendant la plupart de la course, eh bien il a profité du chaos qui s'est passé devant lui pour récupérer la 9e place. Les derniers tours étaient tellement chaotiques dans le peloton qu'il y avait juste à pas se faire toucher pour marquer des points.
Et je dis, il y avait qu'à pas se faire toucher pour marquer des points, Lance Stroll ne serait pas d'accord parce qu'il a eu une fin de course totalement mouvementée, mais il bénéficie des 10 secondes de pénalité de Alonso et de 5 de Ricciardo pour remonter de la 12e à la 10e position. On peut dire que Stroll a fait un super tour pour passer en Q3, même si ce week-end l'Aston semblait plutôt bien marcher. Ça a été justement ma petite surprise du week-end, mais le dimanche les deux Aston ont dû tout refaire puisqu'ils ont eu ce petit souci avant le départ qui a fait que les deux sont partis du fond de grille. Après cela, il a eu cette course un peu frustrante, comme je le disais, coincé dans le petit train à se battre contre Vettel, contre les Haas, bloqués derrière Alonso. Mais après la safety car en fin de Grand Prix, là ça a été n'importe quoi. D'abord Magnussen est venu l'attaquer, le poussant un petit peu hors de la piste, et ensuite lorsque lui a attaqué Magnussen, il nous a fait une petite Stroll, j'ai trouvé, fermant son virage comme s'il y avait personne, et ça c'est parti au contact entre les deux. C'est Magnussen qui en a pris le plus cher. Pour parler des coéquipiers, Vettel, il suivait plutôt bien Stroll pendant toute la course, puisqu'il partait derrière lui. Il a gâché cette possible Q3 en qualif sur une bête erreur dans la section très sinueuse, mais ensuite sur la course, les deux se suivaient très bien. Il y a eu cette petite bataille également avec les Haas, il a réussi à dépasser Stroll lors de la safety car en s'arrêtant un tour plus tôt, et il semblait en mesure de mettre des bons points avant ce clash avec Schumacher. Pour en parler rapidement, je fait totalement miser sur l'incident de course entre les deux, avec plus de responsabilité du côté de Schumacher à mon sens, puisque c'est lui qui vient totalement lâcher une tentative de dépassement de très loin. Mais je vais y revenir en fait dans quelques instants, ce sera peut-être un petit peu mieux. Ça a été un week-end totalement gâché chez Haas. Magnussen a eu des problèmes de radio, puis a eu une petite erreur pour passer en Q2, ça n'a pas suffi. Schumacher en revanche semblait assez en forme, il a fait ce petit passage en Q2, et pendant la course, il y a eu des belles batailles avec les Aston Martin, comme je le disais. Les deux Haas se sont bien battus, puisque Magnussen a undercut Schumacher, il lui est passé devant lors de la phase des arrêts au stand, et ensuite, on a eu cette belle lutte entre les deux. Schumacher est repassé devant, et en fin de course, cette attaque de Schumacher sur Vettel, c'est une totale démonstration de la faiblesse de Schumacher actuellement, à mon sens, et que je voyais venir de très loin avant l'intersaison. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué non plus. Schumacher a passé un an à faire des essais libres 3 tout seul le dimanche. Il était rapide, il était bien, tout ça, dans une voiture qui était désastreuse. Mais là, cette année, il se bat dans le peloton. Et clairement, cette attaque sur Vettel, elle aurait pu passer, mais je trouve que il n'a pas du tout laissé la moindre opportunité à Vettel de le voir dans ses rétroviseurs. Il s'est mis assez loin de Vettel latéralement, ce qui fait que Vettel ne le voyait pas dans ses rétroviseurs, et le seul moment où Vettel pouvait vraiment le voir, c'est au moment où Vettel, il était dans le virage et où il s'est fait percuter. Donc je disais un incident de course, mais avec une bonne part de responsabilité sur Schumacher, et peut-être même une bonne partie du blâme au final. Les AlphaTauri ont réalisé leur première double Q3, on pouvait s'attendre à un miracle. Gasly a fait une belle qualif, un beau départ, mais il a été frappé par Alonso, comme je le disais, en fin de Grand Prix. Il était dans les points, il aurait pu accomplir une nouvelle entrée dans les points, ce qui semble difficile pour les AlphaTauri cette année. Il a eu ces dégâts qui ont rendu sa voiture impilotable, enfin la voiture ne tournait simplement pas. Et puis pour l'incident avec Norris, alors pour ce qui est de la friction en tant que telle, pour moi on peut blâmer aucun des deux, dans le sens où Gasly fait ce qu'il peut pour rester hors trajectoire, et Norris ne s'attend pas du tout à ce que Gasly se comporte de la sorte, parce qu'il était trop loin pour avoir vu les problèmes qu'avait Gasly en virage. Donc Norris s'attend à ce que Gasly se comporte normalement, mais non, en fait, pas du tout. Gasly continue de rouler tout droit, Norris ne s'y attend pas, les deux se percutent. L'accident était assez terrifiant, mais pour ce qui est de la part de responsabilité de Gasly, je la mettrais pas dans le contact, mais simplement dans le fait d'être resté en piste avec une machine qui ne tourne pas, alors qu'à côté, il y a des voitures qui justement vont tenter de le dépasser. C'est peut-être plus sur cette part de responsabilité que j'aurais envie de taper sur Gasly, et puis son équipe également qui aurait dû lui dire de s'arrêter. Un peu un manque de conscience de l'environnement, du risque que peut contenir le fait d'avoir une voiture qui ne tourne pas suffisamment. Et Tsunoda, belle qualification, sa première Q3 en 2022, mais il a dégommé ses pneumatiques en 10 tours, et puis après il s'est retrouvé en queue de peloton.
et il s'est fait distancer à partir de là, il s'est battu avec Latifi pendant 5-6 tours, et c'est assez frustrant parce que Tsunoda, j'osais y croire depuis ce début de saison, au moins en qualification, il est moins loin que ce qu'il ne l'était l'an dernier. Maintenant, c'est le rythme de course, il va falloir reprendre du poil de la bête, mon Yuki, parce que à l'inverse de Schumacher, justement, Schumacher, je pense qu'on peut dire qu'il peut se permettre de prendre du temps parce qu'il a une place à peu près assurée dans l'équipe. Tsunoda, on sait qu'il y a 5 autres gamins en Formule 2 qui attendent sa place et qui pourraient sauter en fin de saison, donc il faut vraiment les résultats pour Tsunoda. Et je vais conclure avec les McLaren qui étaient de retour dans leur forme de début de saison, très loin. Enfin, Norris a accompli un miracle total en passant en Q3, mais après, il s'est effondré en course, il pouvait pas faire grand-chose parce que clairement la voiture n'avait pas le rythme. Il a réussi à se faire passer aux arrêts au stand par les deux As, et j'ai très peu de choses à ajouter au final. Son petit tour de magie en Q2 était beau à regarder, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut voir. Ricciardo a eu moins de chance en Q2 parce qu'il a eu des soucis techniques qui a fait qu'il n'a pas pu rouler suffisamment pour établir des chronos compétitifs. Il n'a pu s'élancer qu'en toute fin de session. Ça nous a fait un cas comme Carlos Sainz en Australie, c'est-à-dire dès qu'il est sorti, il a joué la montre pour être sûr de lancer son chrono, et avec une voiture, un tour pas suffisamment préparé, et on sait qu'un tour mal préparé en qualification, ça donne un mauvais tour tout court. Pour ce qui est de sa course, je trouve que comme Norris, il a fait ce qu'il pouvait, il s'est battu un peu dans le peloton. Ricciardo est un peu plus sur l'offensive parce qu'il partait de plus loin, ce qui nous a donné l'occasion d'avoir quelques manœuvres Ricciardoesques, ce qui fait toujours plaisir à voir. Et je pense que c'est là mon blabla Miami-tesque. J'ai été particulièrement cynique et sarcastique au tout début. C'est pas tant contre le Grand Prix de Miami, mais quand je vois les tracés de Jeddah, le tracé de Miami, les tracés qui vont arriver à Las Vegas et d'autres, je n'aime pas du tout cette tournure que peut prendre la Formule 1, encore une fois, de la Formule 1 clic-clac. La Formule 1, ça a toujours été un cirque, mais habituellement, c'était les voitures et les pilotes qui se baladaient et pas les circuits. Là, je suis sûr, tu vas à Miami au Hard Rock Stadium, c'est comme s'il y avait jamais eu de course. Alors, c'est une prouesse en tant que réalisation humaine de faire ce genre de choses, il y a aucun doute là-dessus, il y a un sublime travail qui est fait pour donner un cadre esthétique au Grand Prix, mais au final, c'est des circuits que je trouve sans personnalité, et comme je le disais, en regardant les voitures rouler, au virage 2 et 3, j'avais l'impression de voir le tracé de Jeddah dans la manière dont les virages tournent, dans la manière dont les murs sont faits à côté de la piste. Je trouve que ça ne dégage rien du tout, et ça perd énormément en personnalité. Si ce n'était qu'un seul tracé comme ça, j'aurais aucun problème, mais si on s'oriente vers que des tracés comme ça me fait un peu peur. En tout cas, aux avant-postes, on continue d'avoir une belle lutte Red Bull-Ferrari. On peut s'attendre à ce que Ferrari réplique en Espagne, puisque c'est à leur tour de venir avec des améliorations qu'ils préparent depuis un moment. Et puis voilà, les pilotes sont assez compétitifs aux avant-postes. Je continue de mettre un petit point bonus pour le duo Red Bull qui semble, encore une fois, celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui est parfait, celui qui travaille en parfaite symbiose et qui fait que l'équipe est très forte, comme je le disais. Cette préparation du dimanche avec Perez qui bosse les très longs relais avec les durs et Verstappen qui sacrifie sa qualification pour préparer sa course, parce que chez Red Bull on sait que Verstappen c'est celui qui va doubler, c'est pas celui qui reste derrière. Et je trouve que ça en dit long un petit peu sur la mentalité Red Bull, et celle de Ferrari qui est un petit peu en train de revenir au sommet, focalise peut-être encore un peu trop sur le samedi. Merci de m'avoir écouté blablater pendant aussi longtemps. N'hésite pas à faire tes retours sur le format que j'essaye de continuer sous cette forme, mais qui vient peut-être au détriment d'une émission un petit peu longuette. Tu peux mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça aide toujours un petit peu à soutenir la chaîne. On se fait des gros poutous. Merci Miami, merci Snapchat, et à bientôt. Bisous.